Ce fut ma nièce qui alla ouvrir quand on frappa. Elle venait de me servir mon café, comme chaque soir. Le café me fait dormir. J'étais assis au fond de la pièce, relativement dans l'ombre. La porte donne sur le jardin de plain-pied. Nous entendîmes marcher, le bruit des talons sur le carreau. Ma nièce me regarda et posa sa tasse. Je gardai la mienne dans mes mains. Il faisait nuit, pas très froid. Ce novembre-là ne fut pas très froid. Je vis l'immense silhouette, la casquette plate, l'imperméable jeté sur les épaules comme une cape. Ma nièce avait ouvert la porte et restait silencieuse. Elle avait rabattu la porte sur le mur. Elle se tenait elle-même contre le mur, sans rien regarder. Moi, je buvais mon café à petits coups. L'officier à la porte dit « S'il vous plaît ». Sa tête fit un petit salut. Il sembla mesurer le silence, puis il entra. La cape glissa sur son avant-bras, il salua militairement et se découvrit. Il se tourna vers ma nièce, sourit discrètement en inclinant très légèrement le buste. Puis il me fit face et m'adressa une révérence plus grave. Il dit « Je me nomme Werner von Ebrenac. » J'eus le temps de penser très vite. Le nom n'est pas allemand. Descendant d'immigrés protestants. Il ajouta « Je suis désolé. » Le dernier mot, prononcé entraînant, tomba dans le silence. Ma nièce avait fermé la porte et restait adossée au mur, regardant droit devant elle. Je ne m'étais pas levé. Je déposai lentement ma tasse vide sur l'harmonium et croisai mes mains et attendis. L'officier reprit. Cela était naturellement nécessaire. J'eusse évité si cela était possible. Je pense mon ordonnance fera tout pour votre tranquillité. Il était debout au milieu de la pièce. Il était immense et très mince. En levant le bras, il eût touché les solives. Le silence se prolongeait. Il devenait de plus en plus épais, comme le brouillard du matin. L'officier lui-même, désorienté, restait immobile, jusqu'à ce qu'enfin je visse naître un sourire sur ses lèvres. Son sourire était grave et sans nulle trace d'ironie. Il ébaucha un geste de la main dont la signification m'échappa. Ses yeux se posèrent sur ma nièce, toujours raide et droite, et je pus regarder moi-même à loisir le profil puissant, le nez proéminent et mince. Je voyais, entre les lèvres mi-jointes, briller une dent d'or. Il détourna enfin les yeux et regarda le feu de la cheminée et dit « J'éprouve un grand estime pour les personnes qui aiment leur patrie. » Et il leva brusquement la tête et fixa l'ange sculpté au-dessus de la fenêtre. « Je pourrais maintenant monter à ma chambre, dit-il, mais je ne connais pas le chemin. » Ma nièce ouvrit la porte qui donne sur le petit escalier et commença de gravir les marches, sans un regard pour l'officier, comme si elle eût été seule. L'officier la suivit. Je vis alors qu'il avait une jambe raide. Je les entendis traverser l'antichambre, les pas de l'Allemand résonnèrent dans le couloir, alternativement forts et faibles. Une porte s'ouvrit, puis se referma. Ma nièce revint. Elle reprit sa tasse et continua de boire son café. J'allumai une pipe. Nous restâmes silencieux quelques minutes. Je dis « Dieu merci, il a l'air convenable ». Ma nièce haussa les épaules. Elle attira sur ses genoux ma veste de velours et termina la pièce invisible qu'elle avait commencé d'y coudre. Le lendemain matin, l'officier descendit quand nous prenions notre petit déjeuner dans la cuisine. Un autre escalier y mène,
et je ne sais si l'Allemand nous avait entendus, ou si ce fut par hasard qu'il prit ce chemin. Il s'arrêta sur le seuil et dit : « J'ai passé une très bonne nuit. Je voudrais que la vôtre fût aussi bonne. » Il regardait la vaste pièce en souriant. Enfin, il traversa la pièce et ouvrit la porte sur le jardin. Il fit 2 pas et se retourna pour regarder notre longue maison basse couverte de treilles aux vieilles tuiles brunes. Son sourire s'ouvrit largement. « Votre vieux maire m'avait dit que je logerais au château, dit-il, en désignant d'un revers de main la prétentieuse bâtisse que les arbres dénudés laissaient apercevoir, un peu plus haut sur le coteau. Je féliciterais mes hommes qu'ils se soient trompés. Ici, c'est un beaucoup plus beau château. » Puis il referma la porte, nous salua à travers les vitres et partit. Il revint le soir à la même heure que la veille. Nous prenions notre café. Il frappa, mais n'attendit pas que ma nièce lui ouvrît. Il ouvrit lui-même. « Je crains que je vous dérange, dit-il. Si vous le préférez, je passerai par la cuisine, alors vous fermerez cette porte à clé. » Il traversa la pièce et resta un moment la main sur la poignée, regardant les divers coins du fumoir. Enfin, il eut une petite inclinaison du buste. « Je vous souhaite une bonne nuit. » Et il sortit. Nous ne fermâmes jamais la porte à clé. Je ne suis pas sûr que les raisons de cette abstention fussent très claires ni très pures. D'un accord tacite, nous avions décidé, ma nièce et moi, de ne rien changer à notre vie, fût-ce le moindre détail. Comme si l'officier n'existait pas, comme s'il eût été un fantôme. Mais il se peut qu'un autre sentiment se mêlât dans mon cœur à cette volonté. Je ne puis, sans souffrir, offenser un homme, fût-il mon ennemi. Pendant longtemps, plus d'1 mois, la même scène se répéta chaque jour. L'officier frappait et entrait. Il prononçait quelques mots sur le temps, la température ou quelque autre sujet de même importance. Leur commune propriété étant qu'il ne supposait pas de réponse. Il s'attardait toujours un peu au seuil de la petite porte. Il regardait autour de lui. Un très léger sourire traduisait le plaisir qu'il semblait prendre à cet examen. Le même examen chaque jour et le même plaisir. Ses yeux s'attardaient sur le profil incliné de ma nièce, immanquablement sévère et insensible. Et quand enfin il détournait son regard, j'étais sûr d'y pouvoir lire une sorte d'approbation souriante. Puis, il disait en s'inclinant : « Je vous souhaite une bonne nuit. » Et il sortait. Les choses changèrent brusquement un soir. Il tombait au dehors une neige fine mêlée de pluie, terriblement glaciale et mouillante. Je faisais brûler dans l'âtre des bûches épaisses que je conservais pour ces jours-là. Malgré moi, j'imaginais l'officier, dehors, l'aspect saupoudré qu'il aurait en entrant. Mais il ne vint pas. L'heure était largement passée de sa venue, et je m'agaçais de reconnaître qu'il occupait ma pensée. Ma nièce tricotait lentement, d'un air très appliqué. Enfin, des pas se firent entendre, mais ils venaient de l'intérieur de la maison. Je reconnus à leur bruit inégal la démarche de l'officier. Je compris qu'il était entré par l'autre porte, qu'il venait de sa chambre. Sans doute n'avait-il pas voulu paraître à nos yeux sous un uniforme trempé et sans prestige. Il s'était d'abord changé. Les pas, un fort, un faible, descendirent l'escalier. La porte s'ouvrit et l'officier parut. Il était en civil. Le pantalon était d'épaisse flanelle grise, la veste de tweed bleu acier, enchevêtrée de mailles d'un brun chaud. Elle était large et ample, et tombait avec un négligé plein d'élégance. Sous la veste, un chandail de grosse laine écrue moulait le torse mince et musclé. « Pardonnez-moi, dit-il.
Je n'ai pas chaud. J'étais très mouillé, et ma chambre est très froide. Je me chaufferai quelques minutes à votre feu. Il s'accroupit avec difficulté devant l'âtre, tendit les mains. Il les tournait, il les retournait. Il disait « Bien, bien ». Il pivota et présenta son dos à la flamme, toujours accroupi, et tenant un genou dans ses bras. « Ce n'est rien ici, dit-il. L'hiver en France, c'est une douce saison. Chez moi, c'est bien dur, très. Les arbres sont des sapins, des forêts serrées. La neige est lourde là-dessus. Ici, les arbres sont fins. La neige dessus, c'est une dentelle. Chez moi, on pense à un taureau, trapu et puissant, qui a besoin de sa force pour vivre. Ici, c'est l'esprit, la pensée subtile et poétique. Sa voix était assez sourde, très peu timbrée. L'accent était léger, marqué seulement sur les consonnes dures. L'ensemble ressemblait à un bourdonnement plutôt chantant. Il se leva. Il appuya l'avant-bras sur le linteau de la haute cheminée et son front sur le dos de sa main. Il était si grand qu'il devait se courber un peu. Moi, je ne me cognerais pas même le sommet de la tête. Il demeura sans bouger assez longtemps, sans bouger et sans parler. Ma nièce tricotait avec une vivacité mécanique. Elle ne jeta pas les yeux sur lui, pas une fois. Moi, je fumais, à demi allongé dans mon grand fauteuil douillet. Je pensais que la pesanteur de notre silence ne pourrait pas être secouée, que l'homme allait nous saluer et partir. Mais le bourdonnement sourd et chantant s'éleva de nouveau. On ne peut dire qu'il rompit le silence, ce fut plutôt comme s'il en était né. « Je l'aimais toujours, la France, » dit l'officier sans bouger. « Toujours. J'étais un enfant à l'autre guerre, et ce que je pensais alors ne compte pas. Mais depuis, je l'aimais toujours. Seulement, c'était de loin, comme la princesse lointaine. » Il fit une pause avant de dire gravement « À cause de mon père. » Un fauteuil était là, offert, tout près. Il ne s'y assit pas. Jusqu'au dernier jour, il ne s'assit jamais. Nous ne lui offrîmes pas, et il ne fit rien, jamais qui pût passer pour de la familiarité. Il répéta « À cause de mon père. » Il était un grand patriote. La défaite était une violente douleur. Pourtant, il aima la France. Il aima Briand. Il croyait dans la République de Weimar et dans Briand. Et il était très enthousiaste. Il disait « Il va nous unir comme mari et femme. » Il pensait que le soleil allait enfin se lever sur l'Europe. En parlant, il regardait ma nièce. Il ne la regardait pas comme un homme regarde une femme, mais comme il regarde une statue. Et en fait, c'était bien une statue animée, mais une statue. Mais Briand fut vaincu. Mon père vit que la France était encore menée par vos grands bourgeois cruels, les gens comme vos de Wendel, vos Henri Bordeaux et votre vieux maréchal. Il me dit « Tu ne devras jamais aller en France avant d'y pouvoir entrer botté et casqué. » Je dus le promettre, car il était près de la mort. Au moment de la guerre, je connaissais toute l'Europe, sauf la France. Il sourit et dit, comme si cela avait été une explication, « Je suis musicien. » Une bûche s'effondra, des braises roulèrent hors du foyer. L'Allemand se pencha, ramassa les braises avec des pincettes, il poursuivit. « Je ne suis pas exécutant, je compose de la musique. Cela est toute ma vie, et ainsi c'est une drôle de figure pour moi de me voir en homme de guerre. Pourtant, je ne regrette pas cette guerre. Non, je crois que de ceci, il sortira de grandes choses. » Il se redressa, sortit ses mains de poche et les tint à demi levées. « Pardonnez-moi, peut-être j'ai pu vous blesser, mais ce que je disais, je le pense avec un très bon cœur. Je le pense
par amour pour la France. Il sortira de très grandes choses pour l'Allemagne et pour la France. Je pense, après mon père, que le soleil va luire sur l'Europe. Il fit 2 pas et inclina le buste. Comme chaque soir, il dit « Je vous souhaite une bonne nuit ». Puis il sortit. Je terminai silencieusement ma pipe. Je toussai un peu et je dis « C'est peut-être inhumain de lui refuser le bol d'un seul mot ». Ma nièce leva son visage. Elle haussait très haut les sourcils, sur des yeux brillants et indignés. Je me sentis presque un peu rougir.